Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue au Cryptos Technical Briefing, mardi 6 août 2024. Bienvenue, chers amis, dans ce début de mois d'août boursier, plein de sensations fortes, plein de volatilité et plein d'opportunités sur les actifs risqués. Notre ami le Bitcoin, oui, ce mini Bitcoin crash, qui est en fait un crash général des actifs risqués. Non, parce que Bitcoin n'a aucune responsabilité dans tout ça. Lui, il est sage, il est bien, il est posé, il est tranquille, là. Il roule un peu, mais il est posé. Bon. Première partie, les raisons de ce Bitcoin crash du début du mois d'août. Vous allez voir qu'elles sont variées, qu'elles concernent l'ensemble des actifs risqués. Deuxième partie, non, l'économie américaine n'est pas en récession. Alors, arrêtez de me parler de récession. Éventuellement, j'admets une préalerte, mais lorsqu'on creuse un peu le sujet, il n'y a pas de récession. Même au second trimestre, l'économie US avait accéléré. Alors, ça va devenir un sujet. On verra le prochain rapport NFP. Mais en attendant, l'économie US n'est pas en récession. Je vais vous montrer plein de modèles de probabilité qui ne vont pas dans le sens de la règle de Sam, qui certes, elle a été activée. Bon. Troisième partie, les raisons d'espérer. Moi, je dis une chose. Je le dis depuis le début de l'été. Je dis depuis le début de l'été que c'est un été d'opportunité et que l'automne-hiver sera haussier. Ai-je changé d'avis? Non. Est-ce que je vise toujours 100K en 2025? Oui. Maintenant, où va se terminer ce Bitcoin crash? Quels sont les seuils techniques? Jusqu'où on peut aller? 48, 40K, 32K, 25K, 0? Non, je déconne pour 0. On retrace un mouvement qui a démarré à 15K et qui a culminé à 73K. C'est ça qu'on retrace. Bon. Ben moi, je pense qu'on retrace le mouvement de 25 à 73. Cette fameuse vague 4 qui retrace la 43 et qui est toujours dans les ratios standards de retracement. Bon, admettons. Alors, je commence pour la première partie, les raisons à tout cela. Alors, il y en a un certain nombre. Déjà, le sell-off des actifs risqués. Alors oui, bien sûr, la résurgence de la probabilité d'une récession US. Ok, très bien. Bon, le taux de chômage US qui atteint 4,3% de la population active. En même temps, la tendance haussière était connue. Mais vous allez voir qu'en fait, cette hausse du chômage, elle est pour des raisons conjoncturelles. Alors, on verra la prochaine mise à jour du taux de chômage, mais c'est pour des raisons conjoncturelles. Le sell-off des GAFAM, ça, nous en parlons depuis 2 semaines. À un moment ou à un autre, on laisse le prendre dans la figure, on se les prend dans la figure, ça se dégonfle. Ok, très bien. Et puis, même arrêtons de chercher des raisons ailleurs. Oui, la géopolitique, oui, le risque d'affrontement Israël, Iran, Hamas, Hezbollah, etc. Oui, ça peut s'envoyer des missiles à tout moment. Effectivement, on regarde nos graphiques. Les graphiques, c'est bien beau, mais si un graphique se prend un missile, le support, les vagues d'Elliott, l'Ishimoku, bon, face à un Scud, ça fait pas grand-chose. Bon, ok, ça c'est le risque permanent, je l'admets. Alors, hors conflagration générale géopolitique, ça c'est l'épée de Damoclès, mais on dit qu'elle est restée attachée au-dessus de notre tête. C'est aussi le levier qui se dégonfle, les remboursements MyGox, Genesis, tout un tas de personnes qui sont remboursées, qui sont dans le stress, ça a créé de l'offre. Tout ça a joué ensemble. La chute des indices boursiers. La Fed qui pivote trop tardivement, c'est un vrai sujet. Elle va pivoter en... Vous savez, cette baisse des taux, beaucoup me disent, Vincent, oui, c'est moi, c'est mon prénom. La baisse des taux, le dollar, ça chute, pourquoi le Bitcoin n'en profite pas? Il en profitera plus tard. Vous allez voir. Or, récession majeure. Et encore, imaginons un scénario d'une récession majeure. Rappelez-vous que le précédent cycle haussier avait commencé dans la récession du Covid. Pas tout de suite, mais d'abord il y a eu un méga drop, et ensuite les taux zéro, gros pump. Dans le pire des cas, s'il y a une récession mondiale, ça fera pareil. Bon, ensuite, il y a la question, où va se faire le point bas du crypto crash? Ça, on va regarder techniquement ce que ça nous dit. Donc voilà. Donc au stade actuel, on reste pour moi dans cette vague 4 hyper volatile, qui retrace, mais qui reste pour moi, je pense, une phase qui permettra d'avoir à l'automne un automne haussier. Et donc, je vais aussi parler des raisons d'y croire. Et bien sûr, moi aussi, un technique sur Bitcoin. Allez, c'est parti, on perd pas de temps parce que je pense que vous n'avez rien à foutre de mon blabla. Donc, alors, c'est parti. Crypto crash, les raisons immédiates. Alors, le risque Proche-Orient. Bon, il y a beaucoup de choses dont on entend parler, mais déjà, simplement, c'est la faute à Bitcoin. On peut trouver 1000 raisons. Le pivot tardif, le dégonflement de la bulle des GAFAM, le crash des indices boursiers, le VIX. Alors, c'est quand même la folie ce que nous a fait le VIX. Non, mais juste un truc. La hausse du VIX depuis quelques jours, c'est comme la crise sanitaire, c'est comme la crise des subprimes, quasiment. Je veux dire, et Bitcoin
il est toujours à 55K. Bon, il a fait 49 au plus bas, mais il n'est pas à zéro. Quand on voit donc, il ne fait que résister. Il est pas, c'est pas un Bitcoin crash. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas un Bitcoin crash, c'est un actif risqué mini crash. Il y avait trop de leviers, il fallait qu'on s'en mange une. Les stars de la tech, et la survalorisation. Bon, alors, mais déjà, dans les raisons immédiates, on peut arrêtons d'aller chercher ailleurs. Bitcoin fait sa chute de l'été, qui pour moi est une opportunité, parce qu'il était trop en avance. Prenez l'historique Bitcoin. Tous les précédents halvings se sont faits en retrait du précédent record historique. Le halving de 2012 s'est largement fait en retrait du précédent record historique. Le halving de 2016 s'est largement fait en retrait du précédent record historique. Le halving de 2020 s'est largement fait en retrait du précédent record historique. Et là, il a fait le halving au record historique. Eh bien, il faut retracer un peu. Il faut revenir là où il aurait dû être. C'est-à-dire qu'il aurait dû être plutôt dans cette zone des 44, 50K. Donc il la retravaille. Finalement, ce qu'on est en train de faire ici, ça ressemble un peu... Alors ici, c'était le crash du Covid, mais finalement, c'est très simple. C'est grâce à ça, c'est grâce à ces drops, c'est grâce à cet été qu'on pourra à l'automne dépasser le record historique. Bon. Donc, il y a donc un certain nombre de raisons. Bien sûr, oui, le pivot tardif de la Fed. Alors, vous allez voir que la Fed va de toute façon pivoter à la rentrée, le 18 septembre. Et j'arrive dans la partie, plus tard dans la vidéo, où je donne toutes les raisons d'y croire, toutes les raisons de penser que nous aurons un bel automne et un bel hiver haussier. Et en partie le fait que la Fed, pour moi, va pivoter pour la bonne raison. Car non, l'économie US n'est pas en récession. Le fait que le taux de chômage soit 4,3% de la population active, ok, oui, c'est une mauvaise nouvelle. La tendance n'est pas bonne. Mais une économie en récession, ça détruit des emplois. Dans les économies occidentales, l'économie en récession, ça détruit des emplois dans les services. Or, il n'y a aucune envolée des destructions d'emplois, des job cuts. Les services continuent de créer des emplois. Alors, il y a des modèles de probabilité de récession. Tout le monde parle de la règle de Sam, qui a été légèrement activée. Vous savez que même le créateur de la règle de Sam a dit « n'en tenez pas compte ». Tous les autres modèles de probabilité disent qu'on n'y est pas. Alors, plusieurs éléments que je vais vous montrer sur ce sujet. L'économie US n'est pas en récession économique. Alors, j'admets quand même quelque chose. Donc, l'activation de cette fameuse règle de Sam dont tout le monde parle. Alors, de quoi s'agit-il? À la base, on parle du taux de chômage. Effectivement, là, vous avez sous les yeux le nombre de chômeurs aux États-Unis en millions de personnes. Alors, nous sommes maintenant à 7 100 000 chômeurs. La tendance n'est pas bonne. C'est vrai que ça fait un peu rounding bottom, hein, si on peut faire de l'analyse technique. Voilà, on voit bien, on comprend bien que la tendance n'est pas bonne. Et c'est la même chose si vous allez voir sur le taux de chômage. Ça fait peur, la tendance n'est pas bonne. Mais l'économie US n'est pas encore en récession. Alors, le modèle, la règle de Sam, qu'est-ce que c'est? Comme ça, je vous l'explique pour de bon. Il s'agit de la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage. Ce modèle nous dit que lorsque la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage dit U3, le taux de chômage U3, c'est celui-là. Celui qui est à 4,3% de la population active. Parce que vous avez les U6, vous en avez plein, il y a plein de catégories. Ce modèle nous dit que lorsque cette moyenne mobile dépasse 0,50, alerte rouge, récession. Et on est à 0,53. Donc nous sommes en pré-alerte. C'est vrai que systématiquement, dans le passé, vous avez en gris les zones de récession. Ok, mais vous voyez bien que c'est très différent en termes de pontification. Mais c'est une pré-alerte. Ok, très bien. Mais même le créateur de la règle de Sam nous dit, n'en tenez pas compte pour le moment, nous verrons la prochaine mise à jour du chômage US. Alors, il y a cet excellent article de mon ami Valentin Offrand, que je vais aller vous chercher, si j'arrive encore à y accéder, qui vous donne d'autres statistiques importantes, notamment le nombre de licenciements temporaires face au nombre de licenciements définitifs. Je vous invite à visiter sa newsletter Valentin Offrand et à le suivre sur Twitter, il est excellent. Et cet article nous montre bien que ce sont les licenciements temporaires qui se sont envolés. Mais j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer. Prenez par exemple... Alors, il y a une dynamique qui n'est pas exceptionnelle des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, mais nous restons encore sur des montants qui ne sont pas dangereux.
pour moi, une vraie économie en récession, elle détruit des emplois. Regardez la dynamique des job cuts, des suppressions brutes d'emplois. Pas des suppressions temporaires ou conjoncturelles, les suppressions brutes, structurelles, elles sont en baisse. Ensuite, là vous avez le modèle de récession de la règle de Sam, j'en ai d'autres. J'ai le modèle de la Fed de Philadelphie, avec les coincident indexes par État. Pour le moment, une grande majorité des 50 États des États-Unis sont en phase de croissance. L'étude est toute récente, elle date de juillet. J'ai encore le modèle de probabilité de récession de la Fed de Saint-Louis, qui nous dit qu'on a une probabilité de récession de 0,16. Et là, ça tient compte de la production industrielle, de tout un tas de métriques qui sont, et notamment du taux de chômage. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, et là j'aurais pu aller plus loin dans les détails, mais je ne vais pas y passer 30 ans, oui, nous avons une situation, même pas d'alerte, je dirais de pré-alerte, qui nous dit que, bon, à un moment ou à un autre, la Fed, il va falloir commencer à baisser les taux parce que l'économie ralentit. Donc, me direz-vous, un ralentissement, ça peut être la première étape d'une récession, mais ce n'est pas nécessairement la récession. On verra bien le prochain rapport NFP. Imaginez que le mois prochain, le taux de chômage rebaisse un peu, c'est bon. Bon, c'est sûr que s'il s'envole à 4,5, 4,6, on va commencer à stresser un peu. Mais la Fed va enchaîner ensuite les baisses de taux en allant par paquet de 2 à partir de septembre. Effectivement, dans le cadre d'une récession, ça peut continuer de maintenir la pression sur les actifs risqués, comme ça avait été le cas au moment de la récession de la crise sanitaire. Mais dans un second temps, les taux revenus à zéro, ça les booste, les actifs risqués. Donc oui, effectivement, si on entrait en récession, cela pour moi ne ferait que retarder l'objectif des 100 cas, le reporter plus loin dans 2025. Mais j'y croirais quand même. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Les raisons d'espérer un rebond. Bon, les raisons d'espérer un rebond sont d'abord des raisons en termes de saisonnalité. Y a-t-il une surprise à ce que Bitcoin fait cet été? Non, dans le sens où là vous avez les performances saisonnières de Bitcoin depuis 15 ans, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. L'été, c'est pourri. La fin d'année, notamment octobre, novembre, décembre, c'est là où il y a toutes les méga grosses hausses. La saisonnalité sera très favorable en fin d'année. Saisonnalité archi favorable. Dans les raisons d'espérer, naturellement, le pivot qui est attendu comme agressif de la Fed, avec une succession de baisses de taux des Fed Funds à partir de 18 septembre, et pas forcément pour la mauvaise raison, ça peut être pour la bonne raison, parce que les indicateurs avancés d'inflation continuent de s'effondrer. Là aussi, je pourrais passer une demi-heure, ce que je ne vais pas faire, mais regardez, je vous montre, moi, tous les indicateurs avancés d'inflation que je suis. Voilà, putain, à chaque fois, ça se... Voilà, c'est tous les indicateurs avancés d'inflation que je suis. Globalement, la plupart d'entre eux sont très optimistes. Vous allez voir, il y aura du bon en août et en septembre sur les chiffres d'inflation. Non, l'économie US n'est pas en récession. En récession, le dollar s'envole. En récession économique réelle, j'avais calculé ces stats à l'époque, j'ai ressorti mon slide, le dollar américain s'envole en récession. Or, depuis ce soi-disant envolé du taux de chômage US, le dollar n'a fait que baisser. Bon, là, techniquement, il va rebondir, il arrive dans une pattern. D'ailleurs, c'est magnifique, il a fait pile poil le bas de ma pattern. Putain, l'analyse technique, c'est fou parfois. Bon, donc non. Au stade actuel, l'économie US n'est pas en récession. Dans les raisons d'espérer d'un automne haussier, les taux d'intérêt, mes amis, là, ça remonte un peu à court terme, mais nous sommes en train d'avoir ces fameuses cassures weekly que j'attendais de longue date, le fait de basculer sous le nuage hebdo, et d'avoir enfin quelque chose, et d'avoir ce magnifique Death Cross en données journalières qui rappelle le Death Cross de 2018, qui fut ici une mini-récession. Bon, et derrière, et donc moi je me dis ça va faire ça jusqu'à la fin de l'année, on va revenir là. Même si là on rebondit un peu, ça va faire boum, et ça va revenir là. Donc tout ça, plus la saisonnalité favorable, plus le pivot, plus tout un tas de modèles de valorisation de BTC très célèbres, et en particulier, je ne l'ai pas mis ici, bon, par exemple le stock to flow model, il y a beaucoup d'éléments qui sont favorables. Effectivement, tous ces éléments qui permettent d'espérer un automne haussier, peuvent-ils être
prise à la gorge, où je me suis fait mal par la récession. Oui, dans un premier temps, ok, mais non dans un second temps. Non dans un second temps. Ça ne fera que reporter. Alors maintenant, arrivons à la partie peut-être qui vous intéresse. En termes de prix, où en sommes-nous techniquement sur les graphiques comptables? Est-ce que nous sommes toujours dans cette vague 4? Bah oui. Pourquoi j'oublierais ma vague 4? Rien ne l'élimine. Ce qui élimine une vague 4, c'est enfoncer le sommet de la 1. C'est-à-dire que jusqu'à 32 000 $, je peux être dans ma vague 4. Bon. 32, ok. Bon. Alors, où est-ce qu'on en est? Les raisons d'y croire. Alors, tout d'abord, nous sommes dans une correction. Alors déjà, pour moi, hein, on peut parler de tout ce qu'on veut, la récession, machin, la guerre. Effectivement, bon, si ça part en vrille cette semaine entre Iran et Israël, on va s'en manger une énorme. C'est comme ça, mais c'est ça la géopolitique. Je dis attention à la géopolitique, tout le monde le dit, c'est comme ça. Les actifs risqués ne peuvent pas monter si ça part en vrille au Proche-Orient. C'est même déjà parti en vrille en fait. Mais si ça montait d'1 degré. Bon. Non, déjà, cette correction était nécessaire dans le sens où Bitcoin avait trop d'avance sur son cycle monétaire. Au stade actuel, cela ressemble beaucoup à ce que Bitcoin avait fait au printemps 2021. Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré début juillet. J'avais arrêté d'y croire parce qu'on avait redépassé la SMA 30, mais finalement non. Donc nous sommes pour l'instant dans ce qu'on a fait ici à l'époque, le trading range SMA 30, SMA 50. SMA 30, SMA 50. Là, je suis en échelle arithmétique. Si je passe en log, regardez, on a cette trendline aussi. Alors, d'ailleurs, elle n'est pas loin. Je vous le montre ici. Voilà, je me dis que, bon, vous voyez, au final, ça reste assez classique. On a toujours notre vague 1, notre vague 2, notre vague 3. La 4 retrace toujours entre 38,2 et 50. Bon, hier, on a fait le 38,2. Je suis en log. Je suis en log. Alors, donc, là, ça reste standard de vague 4. Même si on va à 43 000 $, ça reste une vague 4. Ce que je dis, ce sont les règles de l'analyse en vague d'Elliott. Même si on va à 42K, c'est une vague 4. D'ailleurs, si on va à 42K, on fait une touchette sur la trendline. Si on va à 42K, on retrouve une conjonction de support entre le nuage du système Ichimoku, la trendline et le 50% de retracement. Voilà, ça, c'est plus ou moins mon worst case scénario. Voilà. C'est sûr que si on devait pulvériser cette zone à la baisse et traverser le nuage, traverser cette zone, bon, je commencerai un peu à me dire que c'est chaud. L'un d'entre vous a émis une hypothèse dans le groupe privé Cryptos Research, je le remercie, que nous serions peut-être dans une grande vague 2. Possible. Possible. On aurait fait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, 5 temps, on terminerait une grande 1, et on serait dans une grande 2. Et une grande 2, ça retrace tout ça. Donc si une grande 2, ça retrace tout ça, on met les ratios de Fibo, la grande 2, c'est 61,8, 78,6. C'est-à-dire que si c'est une grande 2, ça peut aller jusqu'à 28 000, 22 000 $, tout en restant dans un décompte long terme bullish. C'est ça que je veux vous dire. On peut tout faire avec l'analyse fractale, c'est magique. Bon, moi, je ne suis pas dans ce scénario. Moi, je reste dans ma 4. Ma 4 qui est standard, il n'y a rien de fou furieux là. Enfin, on verra, la semaine n'est pas terminée. Hein. Encore une fois, là, j'interprète une bougie hebdomadaire qui n'est pas terminée. Ne faites pas comme moi, c'est une connerie. Hein. Et voilà. On verra bien à la fin de la semaine. Donc, pour l'instant, je me dis, worst case scénario, on va travailler par là. En plus, les 42K, 48K, c'est cette zone de première cotation des ETF Bitcoin Spot US en janvier. Donc, comme ça, on aurait vraiment purgé le marché des ETF pour repartir sainement, après avoir sorti les mains faibles. Parce que là, les baleines, elles achètent, hein, c'est ce que montrent les flux. Tous les gros drops, c'est les baleines qui payent. Hein, et tous les gros drops, c'est les stops des mains faibles des traders particuliers qui sautent. Enfin, c'est toujours le même principe. Extreme Fear, dans les raisons d'y croire, c'est la première fois depuis janvier 2023, à la fin du bear, que nous sommes en Extreme Fear. Donc, si on ressort par le haut des 30, ici, et si on ressort sur le RSI journalier des 30 Bitcoin, eh bien, c'est fini, la correction est terminée. Donc, dans les raisons d'y croire, il y a aussi donc, ce schéma Ichimoku qui peut rappeler
Alors, ça veut dire qu'on peut encore, pendant plusieurs semaines, se chercher dans cet intervalle énorme entre 42 et 60. Et ici, ça va écrire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines. Voilà. Donc, ça peut prendre 10 semaines. Et repartir. Bien sûr, tout ça est une zone qu'il ne faut pas rompre. C'est pour ça que moi, pour le moment, hein, techniquement parlant, j'y crois encore à ma 4. Tant que, voilà, j'ai ma zone un peu là. Alors, d'ailleurs, vous avez aussi la SMA 200 semaines qui est à 38K. Je me dis que ça, si on devait faire une méga mèche, regardez ici à l'époque de la crise sanitaire du Covid, qui fut quand même un choc de récession. Ah, tout le monde parle de récession. Bon, dans le cas de la récession de la crise sanitaire, on avait tapé la SMA 200 semaines avant de repartir. Et d'ailleurs, ça correspondrait à cette ligne de tendance, mais cette fois aussi en échelle arithmétique. Regardez, en log, elle est là. Elle valide plutôt mes 42-43K. Mais si je passe en échelle arithmétique, c'est plutôt la zone des 36-38K. Donc voilà. Alors la dominance du Bitcoin, elle est sous une grosse résistance. Ça, je vais le surveiller, c'est important. Elle est là. La dominance du Bitcoin, elle est sous cette grosse résistance. Donc ce serait comme une... faudrait pas la dépasser, quoi. Bitcoin, la dominance, si elle était sympa, ce serait bien qu'elle rejette. Pour permettre aux alts de rebondir. Peut-être une div et tout. Ça, c'est à surveiller. Ça pourrait être quelque chose de plus favorable pour les alts. Donc voilà, maintenant, alors donc ici vous retrouvez ma trendline et mon 38,250. Voilà, est-ce que le bottom a été fait lundi? Est-ce que d'abord on va chercher par ici? J'en sais rien. Je le saurai quand on aura dépassé une résistance. En tout cas, pour moi, ça reste une zone d'opportunité. Quelle résistance en daily faut-il redépasser? Je dis redépasser la zone des 58-59K en daily et ça repart. Et la vraie confirmation, ce serait de dépasser les 63,5 qui sont le prix du halving. Pour moi, c'est ça, c'est le vrai niveau qui relancerait le truc. Ce serait dépassé, pas les 65K, mais les 63 500 qui sont le prix du halving. Et alors là, je sais que derrière, ça repart. Et que cette fois-ci, on sortira par le haut. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, moi je reste quand même tout à fait humble face au marché et prudent. Je ne sais pas si le Bitcoin crash est terminé. Beaucoup se posent la question de savoir, bon, est-ce que c'est le début d'un bear market? Pour avoir un bear market, il faut avoir eu un bull run. Enfin, un bear market, c'est par rapport à un cycle précédent. Donc ça me paraît complètement improbable. Bon, après, les marchés sont pleins de surprises. Mais tant que ces supports la tiennent, je continue d'avoir ma cible des 100K pour 2025. En très très bref, tout le bordel à côté. De toute façon, ça va dépendre de Bitcoin. Hein. Bon, Ethereum, plus de vol, moins de liquidité, mais la vague 4 tient encore la route. C'est chaud, c'est une extrémiste, mais ça tient encore la route, car la 4 n'enfonce jamais le sommet de la 1. C'est encore possible. Avec cette trendline et tout, c'est encore possible. Le Kumo, c'est encore possible. BNB, bullish au-dessus des 400. No stress. Solana. Bon, c'est pareil, regardez, on a ce range MM30, MM50. Enfin voilà, on verra bien, ça sert à rien de s'attarder sur chacun d'entre eux. De toute façon, ça va dépendre de BTC. ANT, USDT, belle tendance haussière pour le coup. Hein. Alors effectivement, beaucoup se posent la question, on est arrivé en haut, qu'est-ce qui se passe? Là, on fait une phase latérale. Je dis ça reste bullish tant qu'on tient le Kumo weekly. Et là, potentiellement, on a un zigzag 1 pour 1 qui a été fait. Bon, bullish au-dessus du Kumo weekly, il ne faut pas traverser. Si on traverse, c'est mort. C'est comme Bitcoin. Et voilà, tout le monde a compris, il ne faut pas traverser. Cette confluence de support là, il ne faut pas traverser à la baisse. Sinon, ça va commencer à puer. Et dans le meilleur des cas, on serait peut-être dans une grande 2 qui a retracé une grande 1. Bon, j'aurai le temps de vous refaire 1 milliard d'hypothèses. Ne vous inquiétez pas. Voilà les amis, bon, ça reste chaud. Dans les risques, la géopolitique, ça va, voilà. Mais moi, au stade actuel, je reste confiant pour mon horizon de temps 2025.
Bonne semaine à tous.